On va parler justement de ce reportage que vous avez fait il y a quelques jours, sur Oui. le front Mmh. russo-ukrainien. Peut-être nous rappeler pour amorcer un petit peu ce que vous y avez vu lors de ce dernier reportage là-bas. Alors, nous étions sur le front de Koursk. Alors, le front de Koursk, il est un petit peu particulier parce qu'il s'agit d'un front lié à la présence de l'armée ukrainienne sur, on va dire, une frange de territoire d'environ 500 km², Mhm. ce qu'on appelle le saillant de Soudja. Soudja étant la ville principale que les Ukrainiens ont pris dans la région. Euh, Ils ont été jusqu'à prendre 1200 km². Ils ont failli conquérir la centrale nucléaire russe de Kourtchatov, ce qui était leur objectif, de façon à justement pouvoir peser dans les négociations et arracher un morceau de Russie. Alors ils se cramponnent à ce morceau de Russie. Nous avons accompagné une unité de dronistes russes, donc qui est dans une phase de contre-offensive contre les Ukrainiens dans cette zone. Et ce qui est très intéressant, c'est justement là, il y a vraiment une carte à laquelle les Ukrainiens s'accrochent parce que malheureusement pour eux, tout le reste du front est en train de s'écrouler. La vraie info aujourd'hui, c'est pas la chute d'Alep, c'est ce qui se passe sur le front ukrainien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la guerre entre Israël et le Hezbollah s'est arrêtée, pas par une victoire marquante d'Israël, ni par une défaite, mais si vous voulez, par rapport aux objectifs qui avaient été fixés d'éradiquer le Hezbollah, ça ne s'est pas produit. En Ukraine, on est dans un effondrement dans certains endroits du front où les Russes conquièrent plus d'une dizaine de kilomètres carrés par jour en ce moment. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. On pensait que les derniers fiefs du Donbass, Pokrovsk, Toretsk, Sloviansk, Kramatorsk, pourraient tomber en 2025. Pour certains, on prédit déjà qu'ils tomberont avant la fin de l'année. Donc l'avancée des Russes est considérable. Et évidemment, ça crée une situation de fragilité par rapport à l'Ukraine. Donc, opportunément, on a un nouveau front qui se crée, de façon à attirer le focus autre part, à provoquer une sorte de crispation, à obliger la Russie et ses alliés à, je dirais, à réallouer des ressources et des moyens humains sur ces zones pour maintenir en vie, sous perfusion, le gouvernement syrien. Et donc, alors que voilà, la vraie info, elle est là. La vraie info, elle est que il reste 8 semaines avant l'arrivée du président Trump, que on sait on connaît ses intentions sur l'Ukraine et que ses intentions vont à l'encontre de tout ce qui a été souhaité pour l'Ukraine jusqu'à présent, notamment par les dirigeants occidentaux et par le président sortant américain Joe Biden. Voilà, qui, comme par hasard également, aussi au même moment, ou presque au moment où nous étions à Koursk, a autorisé les Ukrainiens à utiliser les armes à longue portée pour frapper le territoire russe, faisant brandir à Vladimir Poutine des menaces de guerre nucléaire, l'obligeant à montrer certaines de ses armes. Et vous remarquez d'ailleurs que depuis qu'il a montré ce missile Oreshnik sur la ville de Dnipro, les choses se sont quand même substantiellement calmées. On s'est dit, il est quand même peut-être sérieux, ce Poutine. Donc voilà. Donc face à ces mauvaises nouvelles, on a, dans cette tectonique des plaques, un front qui se réactive avec le jour du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël rentre en action. Donc on peut pas dire que tout ça n'est pas quand même un petit peu téléguidé, même si pour ces rebelles d'Idlib, c'est une fenêtre d'opportunité clairement utilisée. Donc ils ont joué de la situation internationale et de la situation régionale. Voilà. Vous nous dites, on ne sait pas jusqu'où vont aller les troupes russes. Aujourd'hui, quelle est la limite de la Russie en fait dans ce conflit ? La limite de la Russie, pour moi, elle n'en a... Enfin, sur la question de la guerre en Ukraine, elle n'a pas vraiment de limite. Enfin, sauf évidemment à remplir les objectifs fixés par Poutine au début, c'est-à-dire démilitarisation, dénazification, c'est ce qu'il nous avait dit. Moi, je ne crois pas que la Russie a pour intention d'envahir les pays baltes, la Roumanie ou la Pologne.
ça serait absurde. La Russie n'a pas la quantité d'hommes qu'elle avait pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore que pendant la Seconde Guerre mondiale, si elle a envahi ces pays-là, c'était pour combattre le nazisme qu'elle a fait échouer en allant jusqu'à Berlin. Faut pas l'oublier. Là, pourquoi la Russie irait-elle occuper des pays qui lui sont viscéralement hostiles de par leur histoire? Et puis pourquoi la Russie continuerait-elle à une guerre alors qu'elle a déjà eu du mal en Ukraine? Bon, elle pensait sans doute au début être vraiment, comment dire, être capable de renverser le gouvernement Zelensky. Ça n'a pas été le cas. Et l'Ukraine a montré une combativité exceptionnelle avec les armes occidentales, avec les instructeurs occidentaux, avec la formation OTAN. Voilà, donc je ne vois pas la Russie aller plus loin que le Dniepr. Pour moi, un des objectifs pour les Russes, et la géographie va l'y aider, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans un relief très escarpé avec des collines, des friches industrielles, des usines un peu partout qui permettaient de poser des lignes de défense. Là, on va arriver dans une zone, après Pokrovsk, où on est sur de la plaine et où les Russes n'auront aucun problème à aller plus loin, la frontière naturelle qui se trouve devant eux étant le Dniepr. Donc, potentiellement mettant en danger la ville de Zaporijjia, la ville de Dniepro. Il est possible que les Russes se lancent à l'assaut de ces deux villes. Il va rester la question d'Odessa. Est-ce que les Russes ont l'intention de prendre ou non Odessa et Kharkov? Là, encore une fois, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne suis pas un commentateur de LCI. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Et je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Voilà. On a beaucoup d'informations sur l'état d'esprit et l'état tout court d'ailleurs des troupes ukrainiennes. On a ce prisme-là en Europe en tout cas. Vous avez côtoyé les troupes russes. Eux, de leur côté, ils sont dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux, savoir un petit peu comment ils voient la suite de la guerre? Oui, on a passé 12 jours avec une unité de dronistes, matin, midi et soir. Enfin, on était tout le temps avec eux. Ouais, d'accord. Donc, on a le temps de discuter, on a le temps de voir un peu. Il y avait des Français d'ailleurs parmi eux, donc c'est très intéressant de voir. Des Français qui s'engagent dans l'armée Oui, tout à fait. Okay. Voilà, j'ai vu un Nord-Coréen. Mais il était dans l'armée russe, il parlait russe comme tous les autres et il avait vécu et il est né en Russie. Donc ça veut dire que c'est vraiment un Nord-Coréen, c'est quelqu'un qui est venu parce que ses parents avaient immigré en Russie. Mais je n'ai pas vu d'autres Nord-Coréens. Donc si vous voulez, dans ces unités-là, l'état d'esprit, c'est... certains ont combattu depuis 2014, certains combattaient déjà dans les armées des oblasts de Lougansk et de Donetsk au moment du Maïdan. Il n'y a pas de fatigue de la guerre, il y a une sorte d'habitude de la guerre chez ces hommes. Donc on est vraiment dans un état d'esprit, je dirais, de gens. Ce qui leur fait peur, c'est quand on leur dit qu'est-ce que vous allez faire après la guerre? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire après la guerre? Ça. Et je prédis un petit peu pour la Russie avec les quelques 500 000 ou on va dire peut-être 1 million de soldats qui ont combattu avec les rotations dans le Donbass et en Ukraine, un phénomène similaire au corps franc en Allemagne en 1918, c'est-à-dire des soldats qui vont se retrouver, si la guerre s'arrête, à pas trop savoir quoi faire. Il y a une sorte d'habitude de la guerre qui se fait et finalement à la fin les hommes ne savent plus faire que ça. Donc ça crée des situations compliquées ensuite pour recycler et les fins de guerre sont toujours compliquées pour tous les États. Voilà. Aujourd'hui, on imagine que, enfin, on l'a vu, toute l'escalade, en tout cas, c'est faite aussi parce que le départ de Joe Biden est prompt. Enfin, il va bientôt effectivement quitter la Maison Blanche et donc les manettes des États-Unis. Et donc, avant son départ, il semble vouloir semer au maximum peut-être le chaos. Ça, c'est ce que vous avez constaté aussi? J'ai pas constaté ça sur le terrain parce que l'arrivée l'autorisation donnée par Biden d'utiliser les armes à longue portée n'a pas provoqué chez les soldats avec qui j'étais une inquiétude particulière. Ils étaient plutôt attachés à continuer leur guerre de façon assez méthodique avec les habitudes qu'ils ont. On leur parlait de guerre nucléaire. On n'était pas très loin, je vous dis, d'une centrale nucléaire également. Ça fait partie de leur
il n'y avait pas de crainte particulière. En revanche, il y avait, je vous dis, une habitude, c'est-à-dire une vie complètement façonnée autour des fronts. C'est des gens qui ont été ramenés du Donbass, zone dans laquelle ils combattaient du côté de Bakhmout ou d'Avdivka, et téléportés réaffectés au front de Koursk. Voilà, donc c'était des bataillons de volontaires avec qui on était. Oui. Les volontaires, c'est à peu près 20% de l'armée russe, c'est très important. Partie des anciens soldats qui reprennent du service ou des gens comme ça qui décident d'avoir une formation militaire pour aller combattre pour la Russie. Il y en a beaucoup qui font cette démarche, notamment depuis que les Ukrainiens sont à Koursk. Depuis que les Ukrainiens ont franchi la frontière, ça a créé un mouvement chez les Russes de défense, une sorte de réflexe dans lesquels on a vu beaucoup de personnes qui étaient restées en dehors du conflit mais s'engager, proposer de venir parce que la patrie était attaquée. Et que la Russie n'avait pas été envahie par une puissance étrangère depuis 1941. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un lien avec entre Alep et justement la Russie en un mot? Là, l'aviation russe a pu s'engager du côté de Bachar el-Assad pour les aider, mais in extremis, enfin, ils ont pu commencer à faire des bombardements pour repousser on va dire les talibans, enfin repousser les groupes armés. Est-ce que pour autant on peut envisager peut-être un déploiement de troupes au sol, ou c'est inimaginable puisqu'ils sont tous mobilisés en Ukraine? Non, ils ne sont pas tous mobilisés. La Russie a des réserves, et puis la Russie est quasiment en économie de guerre, même si on peut pas. Enfin, elle n'est pas totalement en économie de guerre, mais enfin, elle est pour partie. Donc, elle a beaucoup d'armes, elle en fabrique beaucoup. Pour ce qui est de son intervention en Syrie, je donnerai 2 chiffres, tout simplement. Avec 5000 hommes et 70 aéronefs, elle avait changé elle avait renversé la table en 2015 en précipitant la reconquête par Bachar el-Assad de 70% de son territoire. Donc, avec relativement peu d'hommes et relativement peu d'équipements, elle avait été capable d'avoir un vrai rôle sur le terrain. Là, en termes de mobilisation, ce qu'on voit, c'est que pour la reprise en main de l'armée syrienne et la conduite des combats, les Russes ont nommé le général qui avait été le général russe qui avait organisé la libération d'Alep en 2016-2017. Donc voilà, donc ils reprennent ils reprennent un peu les mêmes recettes et ça va pas leur coûter énormément en termes d'investissement, en tout cas nettement moins que la guerre en Ukraine. Voilà. Alors on va prendre un peu plus de temps, cette édition va durer un peu plus longtemps si vous voulez bien, parce que Julie Perron vient d'arriver, des petits problèmes sur la route, et donc on va pouvoir poursuivre cet entretien. Voilà, bienvenue dans le studio. Bonjour, merci de me recevoir. Le nous. trafic parisien, c'est toujours imprévisible. Merci en tout cas d'être avec nous, Julie Perron. Alors merci vous êtes parti en reportage avec Régis Le Sommier, vous êtes parti vous aussi sur le front russe. On va vous demander un petit retour d'expérience, on en a parlé un petit peu en première partie avec Régis. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience en plus sur un théâtre de guerre? C'est ça, oui. J'avais déjà fait un reportage à l'étranger avec Régis en Bosnie, mais sur le front, c'était la première fois. Ouais. C'est un sentiment assez indescriptible. J'ai conscience de la chance que j'ai en tant qu'alternante d'aller sur le front. Il y a des journalistes qui rêvent de faire ça toute leur vie et qui n'y arrivent pas. Et moi, voilà, en 2e année de master, j'ai accompagné Régis et notre président de chez Omerta, et c'était une expérience incroyable. Ouais. Et au-delà de ça, la relation avec les soldats aussi était super intéressante, parce que ici, je sais qu'on qualifie toujours les soldats russes un peu comme les méchants de la guerre. Moi, j'ai appris là-bas que dans une guerre, il n'y a jamais vraiment de méchants et de gentils. Il y a toujours des motivations. Et de parler avec eux, ça a permis d'apprendre encore plus ça. Et voilà, on a appris que chacun avait des motivations, des valeurs, une patrie à défendre, une famille à défendre. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort là-bas. C'est ce que je ressens le plus. Ouais. C'est ça qui vous a le plus marqué dans cette expérience? Vous êtes resté 12 jours là-bas? Oui, c'est ça. C'est vraiment le côté humain qui vous a... Alors, beaucoup le côté humain, et après aussi l'adaptation. Enfin, moi, je me suis un peu surprise moi-même, parce qu'en fait, on s'habitue aux tirs de mortier, dormir sous les missiles. Enfin, c'est quelque chose que je ne pensais pas un jour dire. Et en fait, on s'y habitue parce que le corps finit par s'y habituer naturellement. Après, on est aussi peut-être porté par la passion de ce métier, finalement. Je ne suis pas sûre que tout le monde pourrait faire ça. Ouais. Mais voilà, moi, je suis partie là-bas en étant dans l'inconnu de savoir comment j'allais réagir.
Et finalement, j'ai plutôt bien réagi. Je pense que Régis en témoignera. mais voilà, on peut vite être piqué par cette passion-là, mais il faut savoir rester concentré sur ce qu'on vient chercher aussi là-bas et cet environnement un peu particulier. Ouais, vous avez la tête sur les épaules en tout cas. Je pense que Régis satisfait de cette expérience. Oui, non, mais moi je suis absolument ravi de pouvoir passer le témoin et de voir que des jeunes comme Julie sont capables. Je lui avais dit, ça fait plusieurs fois quand on a fait la Bosnie, on est allé en Hongrie aussi chez Orban l'été dernier. On a fait des reportages sur des zones qui attirent l'attention, si vous voulez, mais qui sont pas, c'est pas de la frontline comme on dit chez nous. Et je lui avais dit, quand on était en Hongrie, je lui avais dit, tu te rapproches de l'est, tu vas finir par aller en Ukraine. Et bon voilà, et donc on a eu cette opportunité de partir à Koursk sur un reportage quand même assez intéressant parce que, en particulier pour Julie aussi, parce qu'il s'agissait pas de soldats classiques. On était avec des équipes qui manient les drones, et donc c'est des soldats beaucoup plus jeunes, avec une mentalité, un rythme de vie différent de la troupe classique. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils sont absolument centraux dans la conduite des combats aujourd'hui, puisque le drone est devenu l'élément majeur dans la guerre. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Régis Le Sommier, Gilles Perron, avant de partir ? Comment il vous a préparé à ce départ Il m'a dit « fais du sport ». La première chose qu'il m'a dit, « fais du sport ». Après, voilà, moi, je suis partie forcément avec une petite appréhension, mais j'avais confiance parce qu'il y a plus de 30 ans de carrière qui m'accompagnent et voilà, moi, je suis partie vraiment en toute confiance. Et c'est vrai que Régis avait beaucoup insisté pour que je vienne au début. Et moi, au début, j'étais on verra. Et puis, une fois que c'était signé, on est parti et ça s'est super bien passé. Ouais. C'est délicat, c'est difficile d'amener quelqu'un avec soi dans une zone comme ça de guerre ou pas ? Je dirais que c'est difficile. Ça prend toujours des risques, évidemment. Il faut savoir que où qu'on se trouve dans ces zones-là, il y a toujours un risque. Il n'y a pas... parler des missiles, des mortiers, vous pouvez très bien... et puis surtout aujourd'hui de la surveillance, qu'il n'y a plus vraiment de manière de se cacher et d'être à l'abri définitivement, puisque les drones ukrainiens et les Russes aussi ont des capteurs de chaleur, donc savent détecter la présence humaine en infrarouge, donc on peut se faire tirer dessus tout le temps. Donc la vraie question, elle est de ne pas prendre des risques inconsidérés. Et puis cette vie est complètement rythmée par les drones en permanence, la menace des drones, le fait d'accompagner des dronistes. Eux-mêmes sont traqués par les dronistes d'en face. Donc c'est très stressant. Alors moi, la vraie question, c'est que je savais que Julie avait la possibilité, le potentiel pour faire ce genre de reportage. Ce que je peux dire, c'est que je sais d'avance si on me présente des jeunes, en passant un peu de temps avec eux, j'arrive à détecter assez vite ceux qui ont la niaque pour le faire et ceux qui ne l'ont pas. Donc j'étais assez confiant. Je savais que Julie, quelqu'un de relativement calme, en toutes circonstances, je l'ai déjà vu en Bosnie, dans des mosquées financées par les Saoudiens, des choses. Bon, je l'ai vu continuer à filmer dans des moments où on lui demandait d'arrêter de filmer. Voilà. On va dire ça. Et bon, donc il y avait elle n'est pas partie en courant, ou en pleurant, ou en paniquant. Donc bon, je pense qu'il y avait un vrai potentiel, et puis là, ça s'est dévoilé parce qu'on a vu les images, parce que c'était elle qui était à la caméra, et c'est vraiment, c'est top, quoi. Vous allez voir ça bientôt, je pense fin décembre, là on est en train de monter le docu. C'est vraiment un docu incroyable, parce que je dirais que souvent les docus, on a des petits bouts de présence avec les soldats, on passe 2 jours, on part avec une autre unité, donc on essaye de tisser une histoire qui est pas qui est composite, on va dire. Là, on a l'histoire d'une unité pendant 11 jours. Donc on est tout le temps avec eux, on dort dans les mêmes pièces, il y a de la cigarette, les types sont sur leur portable pendant la nuit, il y a la radio qui crépite, il y a le drone Baba Yaga ukrainien qui rôde autour. En fait, on dort très peu, on dort mal, on bouffe de la cigarette en permanence, on mange de la viande pas terrible, on bouffe des pizzas parce que ce sont un peu des geeks, donc ils mangent beaucoup de pizzas. Voilà, ça c'est pas le mauvais côté, la pizza. Mais
Je comprends mieux le sport alors. Voilà, et on revient avec des kilos. Non. Mais et donc tout ça mis bout à bout fait qu'on a un très beau docu, très très humain et très qui raconte des histoires d'hommes dans la guerre. Quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, vous le vendez très bien. Julie, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes sentie un peu plus en danger ? Est-ce qu'il y a eu des gros coups de stress ? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez nous dire Alors, c'est vrai qu'en partant déjà, on se conditionne à vivre des moments stressants. Ouais. Donc, même si moi, je ne l'avais jamais fait, je ne savais pas comment j'allais réagir. On est quand même conditionné à ça. Donc, même à partir du moment où on s'équipe, on met les gilets, les casques parce qu'on rentre dans une zone un peu plus compliquée. En fait, on ne laisse pas vraiment place à la peur parce que moi, à ce moment-là, je suis concentrée sur mes images. Alors, bien sûr, pas prendre de risques non plus inutiles, mais on est quand même concentré sur les images. On sait qu'on est avec des soldats aussi qui sont aussi là pour nous protéger. Donc, il y a un peu une ambiance rassurante dans ce danger-là. Mais en général, quand même, c'est plus en rentrant qu'on se dit « Ah là, quand même, c'était dangereux. Ouais. » Après, il y a la nuit dont Régis parlait qu'on a passé sur le front, dans une petite baraque où les fenêtres sont barricadées. Et en pleine nuit, on nous dit « Bon, sortez pas trop parce que là, il y a un Baba Yaga qui tourne, donc un énorme drone qui explose les maisons. Et en fait, on sait qu'il y en a un pas loin, mais on sait pas où exactement. Et on voit rien dehors, donc on est là, il est peut-être au-dessus, il va peut-être tirer. Et c'est la pleine lune, donc il voit bien les maisons. Donc c'est une ambiance quand même qui est très particulière. Et là, oui, on a un peu de mal à se rendormir et on attend, en fait. On peut rien faire à part prier. Quoi. Ah oui, ça doit être assez impressionnant quand même, hein, comme situation. Enfin, Ouais. Je vois pas vous dire non. Qu'est-ce que j'ai fait On parlait tout à l'heure de l'état d'esprit des troupes russes. On en parlait avec Régis. Julie, vous, qu'est-ce que vous retenez de leur état d'esprit sur la suite de la guerre ? Qu'est-ce que vous avez pu entendre de leur part ? Ils ont un état d'esprit de guerrier. Enfin, moi, j'ai pas mal discuté avec Sergueï, je pense que tu en as parlé un petit peu, qui sera notre fil rouge, qui est franco-russe. Ils sont motivés. Je pense qu'il y a aucune place pour une éventuelle défaite de la Russie quand on les entend parler. Et je pense que c'est pareil de l'autre côté ukrainien. Ils doivent avoir la même mentalité. Je pense qu'il n'y a pas de place pour le doute dans une guerre, sinon on n'y arrive pas. Et il y a une phrase qui m'a aussi marquée d'un soldat qui avait mon âge, 26 ans. Quand on est parti, et il m'a dit « N'ayez pas peur, nous sommes forts, nous vaincrons ». Je pense que ça montre l'état d'esprit un peu guerrier qu'ils ont. Donc ils sont très motivés et ils lâcheront rien, je pense. Est-ce que vous avez pu échanger avec les soldats russes au sujet de l'engagement de la France dans ce conflit ? C'était un peu paradoxal parce qu'en effet, il y avait ce chef, Sergueï, qui est franco-russe, dont la mère est originaire de Lugansk, qui a une histoire en soi. Vous le mettez, faut le mettre devant 3 heures de podcast, lui, parce que c'est en plus assez incroyable. Avec lui, il y avait donc son adjoint qui est Vlad, avec qui il a combattu dans le Donbass, qui lui est un jeune russe, qui portait fièrement le drapeau français. Parce qu'ils ont créé donc une petite unité de dronistes qu'ils ont appelée Normandie-Niemen, en souvenir des aviateurs français venus aider les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, tout ça, c'est un peu fait de briques et de broc. Et puis, il y avait un troisième, un ancien militaire qui est français, qui est arrivé. Alors, je savais qu'il y avait des Français de l'autre côté. D'ailleurs, je les avais côtoyés au début de la guerre, puisque j'avais accompagné des volontaires français qui allaient rejoindre l'armée ukrainienne. Donc, ça existe des deux côtés. Ceux-là, sur leur motivation, je crois qu'en fait, ils parlent de leurs valeurs, ça c'est sûr. Pour eux, ils comprennent pas. Enfin, celui qui venait d'arriver, qui nous a demandé de garder l'anonymat puisqu'il était dans l'armée, me disait que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on est allé. Il comparait, il disait le russe, c'est un peu le gros élève un peu gentil qui est au fond de la classe, et il disait pourquoi est-ce qu'on est allé faire chier ce mec alors que on a des djihadistes chez nous, on a des problèmes de violence extrême dans notre société, et on n'a rien trouvé de mieux que de se concentrer pour faire la guerre à ce mec-là, qui était au fond de la classe et qui nous emmerdait pas. Ça, c'est comme ça qu'il expliquait.
Alors oui, c'est vrai que quand ça fait sens, quoi. Ça fait après, on lui a rappelé quand même que c'est Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine. Mais quand on regarde quand même l'OTAN, le rapport à l'OTAN, quand on regarde ce qui s'est passé à Médane, cette guerre, elle commence en 2014. Elle commence pas en 2022. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire vraiment. À une époque, on pouvait pas dire qu'elle commençait en 2014. Hein. On disait non, c'est une agression pure et simple. Non, il y a une sorte de suite progressive voilà, il y a une histoire dans cette guerre. Ouais. Et voilà ce qu'ils nous disent. C'est sûr qu'il y a un peu une incompréhension de leur part et ils ont l'impression qu'en rejoignant les Russes, ils rejoignent le bon camp, voilà. Mais ils sont conscients aussi, ils parlent des autres qui sont de l'autre côté et qui ont des valeurs aussi. Vous avez des Français qui ont rejoint l'Ukraine pour des convictions nationalistes, parce qu'un pays souverain a été attaqué, et ça s'explique, et ils se suivent mutuellement, je pense. Disons qu'ils sont ennemis, mais j'ai pas noté particulièrement de haine pour ceux qui sont en face. Voilà. Ouais. Juline, vous avez parlé de l'esprit combatif des soldats russes que vous avez accompagnés pendant 11-12 jours. Est-ce qu'ils vous parlent quand même de la fin de la guerre ? Est-ce qu'ils ont hâte en même temps que ce conflit s'achève ou pas ? Ou est-ce qu'ils sont dans une démarche de non, de toute façon jusqu'à la victoire Ils sont comment ? Oui, c'est plutôt jusqu'à la victoire. Après, c'est vrai qu'avec l'élection de Donald Trump, nous, on leur avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez que ça va changer, ce genre de choses ? Et leur réponse nous a pas mal surpris avec Régis, on en a un peu rigolé. C'est qu'en fait, Sergueï nous a dit on ne peut pas vraiment savoir ce que ça va changer concrètement, on attend de voir. Mais pas trop vite quand même, parce qu'après, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. En fait, ils vivent de ça, c'est leur motivation. Ils combattent, c'est des soldats. C'est une fois que ça, ce sera fini, ils iront sûrement faire une autre guerre. Avant ça, ils faisaient quoi ces gens-là, ils étaient déjà engagés ou c'est des volontaires? Sergueï, il était engagé depuis 2014. Les autres, peut-être un peu plus tard. La plupart d'entre eux étaient même fantassins avant d'être dronistes. Ils sont là depuis le début de la guerre. Donc ils sont très contents d'être dronistes parce qu'ils ont une espérance de vie un peu plus longue, on va dire. Sur le front direct, peut-être que le discours mais sera ils ont eu même. cette expérience du front. Ah, ils l'ont eu aussi, d'accord. Oui. Ouais. C'est vrai qu'à la différence, par exemple, des Ukrainiens qui, eux, seront occupés par la reconstruction, enfin, on l'imagine, en tout cas, les Russes, c'est vrai, ne sont pas forcément touchés, Bon, je vous dis, il y a ce problème, moi je le lis, je le compare à l'histoire des corps francs en Allemagne après la guerre. L'Allemagne en plus perdait, là ça va être la différence, c'est si la Russie, ça s'arrête là, la Russie dira qu'elle a gagné. L'Ukraine en effet sera occupée à sa reconstruction. Mais l'Allemagne c'était pire encore puisque les soldats n'avaient pas été vaincus et officiellement on disait que l'Allemagne avait perdu la guerre. Et ils se sont retrouvés, après 4 ans dans les tranchées, il y a eu ce problème-là aussi en France, en désuétude, sans savoir trop quoi faire, avec ce stress post-traumatique pour certains, ces blessures pour d'autres. Donc ça fait quand même toute une génération, enfin en tout cas une grosse quantité d'hommes qui ont connu la guerre, avec toutes les séquelles que ça peut donner et la difficulté à se réacclimater à une vie civile et à une activité normale, on va dire. Voilà. Julie Perron, il nous reste 3 minutes. Est-ce que cette expérience vous a donné envie de poursuivre et pourquoi pas de mener la vie de Régis Le Sommier ? Alors moi, c'est vrai que je me suis toujours beaucoup inspirée de Régis, il le sait. Quand je suis arrivée chez Omerta, c'est parce que je le suivais déjà lui. C'est un peu mon mentor dans tout ça. Moi, oui, je trouve que c'était une expérience incroyable et humainement et professionnellement, on apprend énormément en 10 jours. Après, c'est peut-être pas quelque chose que je ferai tous les jours non plus pour moi et pour mes proches parce que c'est un métier qui est difficilement compatible aussi avec une vie privée. Et voilà, quand je dis oui comme si je savais. Régis le sait. Il faut aussi penser à ses proches. Donc, mais je pense que si j'ai l'occasion, bien sûr, je retournerai voir. J'y retournerai, Vous l'accompagnerez, Régis ? Oui, ou elle ira toute seule la prochaine fois. J'y vais pas sans Régis. On fait, en général, c'est plutôt à 2, enfin, à 2 ou à 3, parce que... Ah oui, d'ailleurs, vraie question, quand vous allez en reportage comme ça, reportage de guerre, vous êtes systématiquement accompagné par un binôme ou... Enfin, comment ça se passe ? Moi, il m'est arrivé de faire des reportages tout seul, quand les circonstances l'ont dicté. Mais sur les terrains de guerre, en général, quand je travaillais à Paris Match, on était 2. En général avec un fixeur ou quelqu'un voilà. Mais on est 2. Là, pour la caméra, on est plutôt 3.
Voilà, on fait voilà, on y va à 3, mais ça dépend des circonstances. Ouais, En d'accord. tout cas, il faut, c'est toujours utile quand on est, par exemple, à la caméra, d'avoir quelqu'un avec soi. D'abord pour poser des questions, pour essayer de réfléchir, de voir un peu à deux où on va, où on s'oriente, mais surtout pour les questions de danger. Quand il y a quelqu'un qui a une caméra, souvent, il a une vision assez mono-axiale, on va dire, Mhm. de la situation. Il ne voit pas ce qui se passe à côté, ni derrière. Et donc, le binôme est là souvent pour lui dire, attention, là, il y a un truc qui se passe, ou pour l'Irak, par exemple, il n'y a plus d'enfants dans les rues. Quand il n'y a plus d'enfants dans les rues en Irak ou en Syrie, en général, il va se passer quelque chose. Et le D'accord. photographe le voit pas forcément Ouais. quand on suit des militaires. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis après, le soir, pour faire le débrief, commencer à monter le sujet, à penser comment on va l'articuler, quelle histoire, quel pitch on va faire, enfin, Ouais. par rapport au projet d'origine. Toutes les petites choses, c'est vraiment c'est du dialogue permanent jusqu'au retour où là on se retrouve avec le monteur et en l'occurrence Julie monte aussi ses films elle-même, donc Ouais. il y a aussi une aide assez conséquente quand on sait un peu faire Quand on est des autonome, choses. ouais. Voilà, on est un peu multicarte aussi tous, et sur la façon de communiquer ensuite autour du doc. Voilà, tout ça se fait à plusieurs avec énormément d'échanges, énormément de dialogues. Et voilà, l'idée, c'est de trouver un binôme ou un trinôme avec qui on s'entende bien, avec qui ça fonctionne. Ouais. Pour les moments de stress, pour les moments de dégoût aussi, parce que parfois, des choses qu'on n'arrive pas à faire, il y a des... Julie, on n'a pas parlé, mais c'est l'attente aussi. Ah oui. Là, c'est... Ah oui. Et c'est bien de ne pas être tout seul et des fois on attend une journée entière parce que la météo fait qu'on ne peut pas aller tourner ou que du coup là les dronistes ne puissent pas piloter. Ah oui, d'accord. Donc il y a des journées entières d'attente et c'est bien de ne pas être Ouais, tout sympa. seul. Quoi. L'hiver aussi, vous savez, par exemple, quand vous êtes... la base arrière est à peu près à 2 heures, on va dire, du front, là où ils Ouais. opéraient. Donc, on sait que, par exemple, si ça passe midi, ça va être difficile d'y aller parce que la lumière va tomber et on Et va tout, risque d'arriver, ouais. il ferait nuit. Donc, voyez, il y a toutes ces contingentes, Ouais. le temps, la météo et l'hiver où les jours raccourcissent. Donc être en binôme, ça compte et votre binôme a l'air de bien fonctionner, Ouais, donc c'était bravo. pas mal, hein. C'était prometteur. Et Voilà. merci beaucoup pour ce retour Avec Charles d'expérience. Danjou aussi, Merci qui à était... vous. Avec Ouais, Charles Danjou, oui, Charles monsieur Danjou. Trinôme en fait. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bah, merci, on a hâte de découvrir ce documentaire qui sort donc fin décembre. Fin décembre, début janvier, on Ok. essaie de... On va faire en sorte qu'il soit fin décembre. Fin décembre, Très ça serait bien. super. Eh bien, merci à tous les deux. Merci, Merci Régis à vous. Le Sommier, Merci beaucoup. merci Julie Perron. Merci et à beaucoup. bientôt sur Radio Courtoisie. Régis, à la semaine prochaine.